incroyablement complexe, sans pour autant tout expliquer. D'autant plus que les Arabes, pratiquant l'observation astronomique sur des échelles et des durées encore jamais égalées, détectent de plus en plus d'incohérences dans le modèle de Ptolémée. Mais le modèle géométrique mis au point par les Arabes permet de prédire par exemple où sera la planète Mars le 5 mars à telle heure. Ils ont recours aux instruments mêmes décrits par Ptolémée: armille, cadran, règle, gnomon, dioptre, sphère armillaire. Ils ont l'avantage sur Ptolémée de pouvoir mobiliser sur injonction califale des dizaines voire des centaines de chercheurs pendant des semaines, des mois entiers, pour comparer leurs observations sur un très vaste territoire. C'est ainsi que plusieurs siècles avant Tycho Brahe, astronome européen de la Renaissance, les Arabes mettent au point des sextants géants, capables de mesurer la hauteur du Soleil sur l'horizon ou bien sa distance au zénith. Nous pouvons voir un exemple encore debout des sextants arabes dans l'observatoire de Samarcande, construit plus tard selon le même modèle. Il est constitué d'un quart de cercle d'un diamètre de 40 mètres. Ce quart de cercle est situé dans une construction fermée, percée d'un trou où passent les rayons du soleil. Il est composé d'une double rampe de cuivre, graduée de plusieurs dizaines de mètres de long. L'espace entre chaque graduation, soit 35 cm, correspond à 1 degré. Pour lire l'angle du soleil par rapport à l'horizon, il suffisait de trouver le centre de la tache lumineuse sur le cuivre, formée par le rayon du soleil passant par le trou, au sommet de cet observatoire. La science des astres commande des questions d'ordre religieux aussi bien que pratique. L'heure des prières, la direction locale de la Mecque, l'apparition du croissant lunaire indiquant le début du mois de jeûne de Ramadan, mais aussi l'orientation en mer, le calcul de la position d'un lieu. On voit apparaître en Égypte au XIIIe siècle de nouvelles fonctions telles que celle du muwaqit, astronome chargé de réglementer les heures des prières, ainsi que celle du mikati, chargé au sens large de la mesure du temps, sans lien direct avec une institution religieuse. Mais l'astronomie continue de se poser aussi des problèmes purement théoriques. La question pratique posée est immédiatement dépassée et qu'on a des études théoriques immédiatement qui n'ont plus aucune application pratique, qui sont simplement par un jeu de recherche. Et par exemple, Thabit N'Korah, il prend toutes les orientations possibles de plans. Et il se demande comment arriver à calculer les lignes d'heure sur ces plans, et il fait une étude exhaustive là-dessus. Ça n'a aucun intérêt du point de vue pratique. Quelqu'un qui lui a dit, écoute, moi ce que je veux savoir, c'est où sera l'heure de la prière. Mais il dit, oh, bah, écoute, tu te débrouilles. C'est-à-dire qu'en gros, on a un traité de gnomonique, qui est un traité qui n'a plus aucun intérêt pratique, qui n'a plus que l'intérêt de la recherche. La recherche théorique progresse donc en même temps que s'accroît la durée et l'échelle des observations. Le problème de la visibilité du croissant lunaire le soir du 29e ou du 30e jour va provoquer un sérieux ébranlement dans la perfection du modèle de Ptolémée. C'est le problème le plus compliqué de l'astronomie ancienne, car un nombre incroyable de paramètres rentre en jeu. En suivant à la lettre le modèle de Ptolémée, on devrait observer une variation du diamètre de la Lune. Or, bien sûr, les Arabes savaient à l'époque que c'était faux grâce à leurs observations. En étudiant cette question, les Arabes s'aperçoivent donc que le modèle de Ptolémée ne marche pas. Un savant exceptionnel illustre le plus brillamment cette époque de synthèse entre les savoirs grecs et les nouveaux matériaux expérimentaux et théoriques des Arabes, Al-Biruni, qui a vécu au XIe siècle. Maîtrisant le persan, l'arabe et le sanskrit, il est l'auteur de 180 ouvrages, dont 35 en astronomie pure. Dans son Kanum al-Mazoudi, il réunit dans le cadre théorique fixé par Ptolémée toutes les données grecques, persanes, indiennes et arabes connues qu'il ordonne, mathématise et reformule. Mais alors, dans un autre coin, ça c'était le Caire, autour du première moitié du XIe siècle, vous avez Ibn Haytham, qui est mort après 1040 à peu près. Hein, bon. Mais alors, ce qu'il y a, c'est qu'Ibn Haytham, lui, n'était pas un observateur. Mais c'était quelqu'un qui avait un mathématicien exceptionnel, un physicien exceptionnel, et qui prend simplement les travaux d'astronomie qui ont été faits jusque-là, et il fait un petit traité qui s'appelle les doutes sur Ptolémée. Et il reprend
Ptolémée en fonction de tous les travaux antérieurs, sur les 2 siècles précédents, en langue arabe. Et il voit que Ptolémée ne tient plus. Et effectivement, il donne toutes les incohérences de cette géométrie de l'univers de chez Ptolémée, parce qu'il montre que tout ce système de cercles était incohérent, parce qu'étant donné les mouvements qui doivent exister dans le ciel, on ne peut pas arriver à inclure dans des corps concrets les mouvements imaginés par Ptolémée. Le système de Ptolémée se fissure, mais reste toujours irremplaçable. Il faut des trésors d'ingéniosité mathématique pour continuer de le faire marcher. Au XIIe siècle, plusieurs savants, dont Averroès en Espagne musulmane, mettent l'accent sur les contradictions du système ptoléméen pour en proposer une formulation nouvelle. C'est vers le milieu XIIIe qu'il y a un observatoire qui est créé dans la Marara, disons que c'est le nord-ouest de l'Iran actuel. Et c'est un observatoire qui a été créé explicitement pour arriver à trouver des modèles géométriques qui étaient autres. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est Nasir-ed-Din Tousi, qui lui est mort en 1274, c'était le maître d'œuvre de l'observatoire. Alors, il fait un premier traité qu'il appellera Mémoire d'astronomie, et qui est un peu dans le même genre. Mais là où il a quelque chose de capital, c'est qu'il propose déjà un premier modèle qui n'est plus ptoléméen. Al-Touzi reprend une critique du système ptoléméen déjà formulée par Ibn al-Haytham. On observe dans le ciel des mouvements de va-et-vient que décrivent certains astres, et qu'il est impossible d'expliquer par de simples mouvements circulaires, si complexes que soit le modèle. Il prend un grand cercle, un cercle de rayon R sur 2, moitié, il fait rouler le premier sans glissement, à l'intérieur du premier, et chaque point du petit cercle qui roule a comme lieu géométrique un diamètre du grand cercle. Et il le démontre. Si bien que ça lui permet d'intégrer dans les modèles de Ptolémée un système de 2 sphères qui roulent l'une dans l'autre et qui donnent un mouvement alternatif. Et on en arrive à Ibn Shater, qui est la fin 14e, et il prend des systèmes d'épicycles multiples. Et tout peut être calculé en termes de mouvements circulaires uniformes. Donc on peut faire une maquette de l'univers. Et d'une certaine façon, Ibn Shater, en 1372, réalise bien mieux que Ptolémée lui-même le programme que Ptolémée avait donné au IIe siècle. D'une certaine façon, c'est la perfection du géocentrisme avec la physique ancienne, où la Terre est au centre du monde et tout tourne de façon parfaitement uniforme autour d'elle, avec des compositions de cercles où tous les mouvements sont centrés sur la Terre. Et ce qui est très intéressant dans le cas, c'est que si vous voulez, toute la géométrie de l'univers telle qu'elle a été faite par Nasir-ed-Din, Qutb-ed-Din et Ibn Shater, est la géométrie de l'univers qui a été reprise par Copernic en 1543. La révolution de Copernic porte une date, 1543. Le Soleil devient alors le centre du modèle géométrique de l'univers. Copernic, lui change l'origine et met le Soleil au centre de l'univers plutôt que la Terre. Mais il garde le mouvement circulaire uniforme, comme les anciens. Il garde le monde organisé en sphères, avec tout le mouvement circulaire uniforme qui reste indispensable. Mais il change l'origine. C'est la seule chose qui change par rapport à l'astronomie ancienne. Et il n'a pas changé la physique, si bien son univers n'est pas assez cohérent. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que toute sa géométrie de l'univers est exactement celle de l'école de Marara. Et lorsqu'on prend tous ces modèles géométriques, tous ces modèles géométriques sont ceux d'Ibn Shater, où il a changé l'origine, évidemment. Mais le changement d'origine excepté, tous les modèles sont ceux d'Ibn Shater. Grâce à des mathématiques nouvelles dépassant l'héritage grec, les Arabes ont innové en portant Ptolémée jusqu'au plus haut point de contradiction avec lui-même. C'est par là qu'ils ont préparé la révolution copernicienne et frayé la voie à la renaissance scientifique de l'Europe.